Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation à l'association France-Turkménistan. Je suis très touchée de votre présence, de votre intérêt. En quelques mots, je vais me présenter, je pense, d'abord, avant de vous présenter l'ouvrage et le pays plus globalement. Donc, je m'appelle Lise Barcellini, je suis journaliste depuis plus de 10 ans. J'ai fait l'école de journalisme de Lille et j'ai fait de la télévision. Je travaille actuellement à France 24, la chaîne de télé internationale. J'ai travaillé longtemps pour l'émission C'est dans l'air, où je faisais du reportage pour Yves Calvi sur France 5. La vie, des raisons familiales m'ont amenée au Kazakhstan il y a un peu plus de 2 ans. Je suis rentrée il y a quelques mois et j'y ai donc passé 2 ans. Mon conjoint avait une opportunité professionnelle au Kazakhstan et donc nous nous sommes dit pourquoi pas. Je pense que l'Asie centrale, chacun d'entre vous a peut-être un lien particulier qui l'a emmené dans ces pays. Donc moi, ça s'est fait comme ça et je me suis retrouvée au Kazakhstan et je me suis demandé comment faire mon travail, comment me rendre utile. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'au Kazakhstan, on connaît beaucoup de choses sur la France, sur l'Europe. On s'intéresse à notre pays, à notre culture, à notre gastronomie, à nos villes, notre histoire, beaucoup. Et que la réciproque n'est pas vraie. Qu'à chaque fois que je parlais à mes amis, à des rencontres, quand je rentrais en France pour les vacances, et que je disais que j'habitais au Kazakhstan, il y avait des grands yeux ébahis, une fascination, mais aussi beaucoup d'étonnement, énormément de questions et beaucoup d'idées fausses. Une peur, une idée que c'est un pays dangereux, en guerre. On confond beaucoup tous les pays en ce temps, que ce soit le Turkménistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, avec l'Afghanistan. Et donc, ma démarche, je me suis dit, voilà, comment faire découvrir le Kazakhstan à mes amis, qui me posent des questions, au grand public plus généralement. Parce que je me suis rendu compte que le Kazakhstan était un sujet très spécialisé. Il y a beaucoup d'universitaires qui travaillent sur le Kazakhstan. Il y a bien sûr Catherine Poujol, que j'ai rencontrée et qui m'a conseillé, qui est actuellement directrice de l'IFEAC à Bishkek et qui travaille aussi à Sorbonne, Kazakhstan, à Almaty, au Kazakhstan. C'est l'universitaire de référence sur le Kazakhstan. Il y en a d'autres. Il y a Adrien Fauve qui a écrit un livre sur Astana. Mais outre ces travaux universitaires, je me suis rendu compte que moi, ma démarche qui n'est pas universitaire, qui est plus journalistique, ça n'existait pas de comment traduire ce pays en mutation pour le grand public. Donc voilà le résultat, c'est donc cet ouvrage. Ça paraît pas très gros, mais en fait il y a pas mal de choses parce qu'il n'y a pas d'image malheureusement. Beaucoup de gens me disent « Ah mais c'est dommage, on voulait voir des images du Kazakhstan ». Mais ce soir vous avez bien fait de venir parce que vous allez en découvrir grâce à la technique. Un petit mot aussi pour vous dire que je suis publiée aux ateliers Henri Dougier. Je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez cette maison d'édition. En fait, Henri Dougier est le monsieur qui a fondé la collection Autrement, il y a des années. Donc je pense qu'Autrement, ça vous dit quelque chose. Autrement appartient désormais à Flammarion et Henri Dougier, qui est le fondateur d'Autrement, a recréé une maison d'édition il y a 4 ans, Atelier Henri Dougier, qui est avec le même ADN qu'Autrement, puisque c'est lui qui avait eu l'idée d'Autrement il y a des années, l'idée d'aller à la rencontre des pays et surtout des peuples. Ça, c'est l'idée phare de toute sa collection. Il y a le Kazakhstan, mais il y en a bien d'autres. Les Mongols. Pour l'Asie centrale, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas le Turkménistan. Il y a l'Ukraine, voilà, la Nouvelle-Calédonie, l'Algérie. C'est voilà, un tour du monde des peuples. Voilà. Donc je n'en dis pas plus, je vais vous présenter un peu l'ouvrage et évidemment le pays et ma rencontre avec les habitants. Comment voulez-vous qu'on fonctionne? Est-ce que vous voulez me poser des questions au fur et à mesure ou je fais une présentation et au terme de la présentation, on garde un grand moment d'échange entre nous? Ça vous va? Oui. Parfait. Alors, un petit clin d'œil. Je voudrais commencer par un petit clin d'œil. Quand les gens me disent qu'ils ne connaissent pas le Kazakhstan, en fait, ils connaissent cette photo. C'est une photo prise au Kazakhstan le 6 décembre 2014 lors de la visite d'État de François Hollande
qui était président alors de la France, et qui rencontre son homologue, Nursultan Nazarbayev. Cette image a fait un peu la risée du net. On se moquait de Hollande, pas de Nazarbayev. Les communicants de l'Élysée se sont un peu arrachés les cheveux, puisque cette photo avait été mise en ligne par le Twitter de la présidence du Kazakhstan. Parce qu'au Kazakhstan, ils étaient très fiers de cette photo. C'est l'habit officiel qu'on offre à toute personnalité. C'est une preuve de respect au Kazakhstan d'offrir cet habit traditionnel, et malheureusement ça a eu l'effet inverse en France. C'était pour se moquer de François Hollande. Qu'est-ce que ça montre, cette photo? Ça résume assez bien finalement le Kazakhstan, une tension permanente entre la modernité. Nursultan Nazarbayev est habillé comme un dirigeant occidental, costume, cravate, et tension donc entre la modernité et les traditions. Et je pense que ça résume très bien cette tension, le Kazakhstan actuel, un pays en mutation qui est encore en quête d'identité. Deuxième petite image, Borat. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film. Nous n'allons pas parler de la qualité intellectuelle ou esthétique de cette comédie qui ne fait pas rire grand monde, en tout cas pas au Kazakhstan. Borat se veut une comédie sur ce personnage, l'acteur Sacha Baron Cohen, qui joue le rôle d'un Kazakh. Le problème, c'est que rien n'est vrai, ce sont des stéréotypes, et le Kazakhstan a censuré le film. Le seul, on va dire, la seule bonne nouvelle, c'est que ce bad buzz a servi en fait à mettre le Kazakhstan sur la carte du monde, selon moi, parce que quand il est sorti le film, les Américains ont même cru que Kazakhstan était le nom d'un pays imaginaire, alors que pas du tout. Et le Kazakhstan, les communicants au Kazakhstan se sont rendus compte qu'en fait il y avait tout un travail à faire pour faire connaître leur pays à l'échelle mondiale. Justement, mettre le Kazakhstan sur la carte du monde, il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, mais je préfère le rappeler. Cette tache rouge là sur la carte, ça représente le Kazakhstan. Ça montre surtout la taille du Kazakhstan. 9e pays le plus vaste au monde. Plus vaste pays au monde sans accès direct à la mer. Ça pose, à part la mer Caspienne, mais c'est une mer fermée. Donc ça pose de grandes questions, et ça joue aussi sur on va dire le potentiel, mais aussi les contraintes d'un pays vaste comme le Kazakhstan, en termes de débouchés, de ressources naturelles, de débouchés économiques, etc. Vous voyez aussi que ça doit être le 9e pays le plus vaste au monde, il est entouré de pays encore plus vastes. Au nord, la Russie, à l'est, la Chine. Le Kazakhstan souffre aussi de ce que j'appelle dans le livre la malédiction des pays en stan. Il n'est pas le seul, il y a aussi le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan. Ces 5 pays d'Asie centrale, ex-républiques soviétiques, sont très souvent associés aux pays en stan qui font peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont associés à la guerre, au terrorisme, etc. On associe très souvent tous les pays en stan à l'Afghanistan, et donc il y a tout un travail d'image à faire pour ces pays d'Asie centrale. Quand on regarde d'un petit peu plus près, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le territoire du Kazakhstan est un territoire de steppe, avec donc la Caspienne à l'ouest, une barrière montagneuse à l'est avec la frontière chinoise, et au sud avec l'Ouzbékistan et le Kirghizistan. Mais globalement, le reste du territoire est extrêmement plat. Ce sont des immenses steppes à perte de vue. On voit aussi Astana, donc la nouvelle capitale, plus au nord, et Almaty en frontière du Kirghizistan. On voit aussi, très intéressant par rapport à la mentalité des habitants du Kazakhstan, c'est que la frontière avec la Chine, il y a donc une barrière montagneuse. La frontière avec le Kirghizistan aussi. La frontière avec la Russie, pas du tout. Il y a une continuité territoriale, c'est de la steppe. En termes géographiques, il n'y a pas de rupture. Ce qui explique beaucoup de choses à travers l'histoire, la colonisation sous l'empire des Tsars, puis l'Union soviétique. Un petit rappel avant de passer en détail sur le livre, le drapeau, je ne sais pas s'il est très connu,
à part pour ceux qui aiment le cyclisme, la Team Astana du Tour de France et de Vinokourov, c'est exactement le logo qui est sur le maillot de l'équipe. On parlait de steppe, ça ressemble à ça, le Kazakhstan. Ça, c'est au sud du Kazakhstan, dans la région d'Almaty, c'est le parc naturel d'Altinemel, et donc vous voyez qu'il y a une barrière montagneuse. Vous voyez mieux? Le canyon de Charine, certains d'entre vous le connaissent, c'est un des plus beaux endroits du Kazakhstan, je trouve, méconnu en fait, c'est un mini Grand Canyon californien. Et quand on voit de belles choses comme ça, on se demande pourquoi le Kazakhstan n'est pas un pays plus touristique, si ce n'est pas pour dire pas touristique du tout, parce que s'il y a des très très beaux paysages. Mais en fait, le Kazakhstan, chose qu'on sait moins, c'est que le Kazakhstan, c'est aussi donc ce que j'ai mis en couverture du livre, et ce que vous voyez là à l'image. Le Kazakhstan, c'est aussi un paysage urbain en pleine transformation. Ça, c'est Astana, la nouvelle capitale, avec des immeubles, des gratte-ciel opulents, audacieux, faits de verre, qui sortent de terre chaque semaine. À vivre à Astana, c'est assez intriguant quand on est une Européenne, une Française, comme moi. C'est que chaque jour, il y a un nouvel immeuble, une nouvelle rue, les rues changent de nom, un nouveau resto, une nouvelle boutique. C'est assez perturbant, mais c'est vraiment la nouvelle frontière, Astana. Tout à l'heure, quand je vous montrais la photo de Nazarbayev avec Hollande, je vous disais c'était cette opposition, cette tension entre modernité et tradition. Je trouve qu'en termes urbanistiques, à Astana, ça se sent aussi beaucoup. Vous voyez à gauche une pyramide qui est au centre d'Astana, qui a été conçue par Norman Foster, l'architecte britannique, à l'intérieur, à droite, l'intérieur d'une yourte. Voici la pyramide de jour. Donc là, on est au cœur d'Astana. Donc vous voyez les proportions, c'est très différent de l'espace à Paris. À gauche, toujours la pyramide, à droite, une autre œuvre de Norman Foster qui est Khan Shatyr, un centre commercial qui est aussi à Astana, en centre-ville. L'autre tension intéressante, c'est la nostalgie par rapport à l'époque soviétique qui est encore très présente. Le pays est indépendant depuis décembre 1991, donc une grande partie de la population a grandi, a commencé ses études, a commencé un travail ou une vie de famille sous l'époque soviétique. Je vous ai mis à gauche une petite photo des magasins de souvenirs, des rares magasins de souvenirs, puisqu'il y a de rares touristes. Voilà ce qu'on peut acheter au Kazakhstan. Et puis, dans les supermarchés, donc la photo de Staline qui n'est pas du tout tabou au Kazakhstan. Ça, j'y reviens aussi dans le livre en détail sur ce qui peut nous paraître étonnant, choquant, ce rapport à l'histoire et à Staline, et ce qui est tout à fait normal dans un ancien pays du RSS. Un tout petit rappel historique, donc ça je vous l'ai déjà dit, c'est un pays indépendant depuis 1991, comme le Turkménistan. La différence, c'est que le Kazakhstan, c'est le dernier pays d'Asie centrale à avoir déclaré son indépendance, le 16 décembre 1991, qui est donc la fête d'indépendance chaque année. Héritage soviétique, il y a encore deux langues officielles, le russe et le kazakh. Le russe est toujours langue officielle, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays d'Asie centrale. Population à majorité musulmane sunnite et la Constitution en fait un État laïque. Alors, après cette petite introduction, ma démarche à travers le livre, c'était de faire découvrir le pays à travers des témoignages. Ça veut dire que chaque chapitre et chaque sous-chapitre, c'est une rencontre avec quelqu'un qui nous parle de son pays, de son identité, de son histoire. Exemple, Olja Souleymanov, qui est un penseur au Kazakhstan. Il a été ambassadeur du Kazakhstan à l'UNESCO pendant longtemps, à Paris. Il connaît bien la France. Je ne sais pas si la France le connaît bien, mais au moins dans le livre, je lui donne la parole. Il a été dissident sous l'URSS. Et il est très intéressant parce qu'il a aussi fondé un mouvement qui s'appelle Nevada Semipalatinsk, qui a lutté contre les essais nucléaires au Kazakhstan. C'est le penseur qui a permis l'arrêt des essais nucléaires soviétiques sur le territoire du Kazakhstan en 1991.
je vais revenir en détail un petit peu sur chacun d'entre eux pour vous montrer cette mosaïque. Donc il y a 41 témoins, j'ai fait évidemment plus d'interviews, mais elles ne sont pas tous dans le livre, mais j'en ai choisi 41. L'idée, c'est qu'il y a à la fois des gens célèbres, comme Olja Souleimanov, dont je viens de vous parler, mais aussi des anonymes, parce que je pense qu'un pays se raconte pas seulement à travers son régime politique, mais aussi à travers sa vie quotidienne. Donc c'est bien un livre qui donne la parole à la société civile, ce qui est assez nouveau au Kazakhstan, c'est une démarche qui n'existait pas encore. Souvent, on me dit qu'on ne connaît rien du Kazakhstan. Alors, je réponds à mes amis, à mes interlocuteurs que c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris dans les livres d'histoire, quand on était plus jeune, et qu'on nous disait que c'était l'URSS, et en fait, c'était sur le territoire du Kazakhstan. Le premier exemple, c'est le Goulag. Le Goulag de Staline, c'était en Sibérie, mais c'était aussi beaucoup au Kazakhstan. Par exemple, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont lu La journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn était au Kazakhstan, qui n'était pas encore un État indépendant, mais bien sur le territoire du Kazakhstan. Pour en parler, je suis allée dans une école pour comprendre comment on enseigne la mémoire du Goulag. Donc j'ai rencontré des élèves, des professeurs, leur témoignage est dans le livre, avec cette tension entre un Staline qui est donc le bourreau, mais qui est aussi le héros de la Seconde Guerre mondiale dans tous les territoires soviétiques. Pour le Goulag, il y a tout un travail de mémoire qui est encore en prémisse. C'est difficile parce que c'était il n'y a pas si longtemps, le pays est encore jeune, le Kazakhstan a des liens très forts avec la Russie et les autorités actuelles essayent de trouver le moyen de faire un travail de mémoire sur le Goulag. À droite, je vous ai mis la photo justement du mémorial du seul camp de toute l'URSS qui était destiné aux femmes. Donc la spécificité, c'est que c'est un camp qui s'appelle Algir, où il n'y avait que des femmes de traîtres à la nation. Leur seul tort aux femmes ou aux enfants qui étaient dans ce camp, c'était d'être mariée ou d'être la fille ou la sœur d'un homme qui avait été reconnu traître à la nation sous l'époque stalinienne. Pour en parler, évidemment, malheureusement, les femmes qui sont mortes au Goulag, je n'ai pas pu les interroger. J'ai essayé de prendre un peu de hauteur et de voir différemment les choses. J'ai rencontré Almagul Menlibayeva, qui est une artiste qui vient de la zone de Karaganda, où il y avait les camps, le Karlag, et elle essaye justement, c'est une artiste d'art contemporain, elle essaye de faire de son travail, de transmettre la mémoire du Goulag à travers son travail, en se remémorant les histoires douloureuses. Peut-être d'ailleurs que vous en avez déjà entendu parler, je me dis parce qu'il y a un an, en décembre 2016, Almagul Menlibayeva a fait une exposition au Grand Palais. Voilà. Juste avant Expo Internationale à Astana, elle avait... donc c'est une actrice assez connue, même en Occident. L'autre chose que vous connaissez en fait du Kazakhstan, évidemment, c'est Baïkonour. Alors, à travers l'idée que dans le livre, je veux toujours donner la parole à l'humain, raconter une histoire à travers l'histoire de quelqu'un, j'ai rencontré ce monsieur, à droite, qui est le premier cosmonaute qui est parti, le premier cosmonaute kazakh qui est parti de Baïkonour. Il s'appelle Taktar Aubakirov. Je vous ai mis sa photo avant, quand il est parti, sa photo maintenant, quand je l'ai rencontré. Voilà, avant-après. Quelques années nous séparent entre ces deux photos. Et c'est l'un des hommes les plus respectés au Kazakhstan. Vraiment, l'aventure spatiale, Baïkonour, c'est très important pour les habitants du Kazakhstan. Et pendant notre entretien, on était dans un salon de thé assez chic à Astana. Et tout le monde le reconnaissait. C'était vraiment... rien qu'être dans ce lieu avec lui et de voir l'interaction qu'il avait avec les habitants, c'était très intéressant, une grande humilité. Et il me raconte comment ça s'est passé, pourquoi c'est lui qui est parti. Il me raconte même dans le livre que lui, il a dit à Nazarbayev qu'il ne voulait pas du tout partir dans l'espace, c'était pas du tout son rêve. Donc c'est assez amusant de voir ce héros qui lui-même endosse ce rôle avec une grande humilité. Je vous ai remis une carte pour que vous resituiez Baïkonour, je ne sais pas si on le voit bien. Mais à l'échelle du Kazakhstan, c'est pas très loin de la mer d'Aral.
Une autre chose dont je voulais parler dans ce livre, évidemment, ce sont les essais nucléaires. Vous savez, pendant la guerre froide, la guerre à l'arme nucléaire, la conquête de l'arme nucléaire entre les États-Unis et l'URSS, c'est en fait le territoire où il y a eu l'intégralité des 456 essais nucléaires soviétiques, c'était le territoire du Kazakhstan. Au nord-est, dans la région de Semipalatinsk, qui s'appelle Semey maintenant, en kazakh. Et pour choisir de parler de cette histoire douloureuse, j'ai rencontré Karibek Kouyoukov, qui est ce monsieur en haut à gauche, qui peint avec un pinceau dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bras. Il est né difforme, mal formé, victime de la radioactivité dans la zone. Ses parents étaient bergers et pendant des années, ils se promenaient leurs troupeaux dans la zone où il y avait les essais nucléaires. Ils ont vu de leurs propres yeux le nuage radioactif et du coup, ça a fait des milliers, des dizaines de milliers d'enfants mal formés. Donc ce monsieur est le porte-parole d'une association qui s'appelle Atom Project au Kazakhstan et qui se bat pour la fin des essais nucléaires partout dans le monde. C'est d'ailleurs, c'est l'un des piliers de la stratégie diplomatique du Kazakhstan actuellement, c'est de lutter contre les essais nucléaires. Et donc ce monsieur, il peint donc, des petits paysages comme vous voyez à gauche, mais il peint surtout ce genre de toiles que j'ai mis là en grand, qui sont un peu c'est de l'art naïf, mais c'est donc un champignon radioactif nucléaire et une maison traditionnelle, une yourte avec des parents et un enfant, vous voyez, pour montrer vraiment l'impact sur les humains des essais nucléaires. Ma rencontre, c'est l'une des plus belles rencontres pour le livre avec cet homme, parce que c'est quand même assez impressionnant. Son histoire, sa malformation et en même temps la force qu'il met là-dedans. Pourquoi il est devenu peintre alors qu'il n'avait pas de bras, et en fait, lui, il a toujours été comme ça, il voulait transmettre voilà, son histoire, et il est devenu vraiment quelqu'un de très respecté aussi au Kazakhstan. Et donc il touche une indemnisation parce qu'il est reconnu voilà, victime de ces essais nucléaires. Olja Souleimenov, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure pour son mouvement dans les années, fin des années 80. Le Kazakhstan, c'est aussi la mer d'Aral. La mer d'Aral qui est à la fois au sud en Ouzbékistan et au nord au Kazakhstan. La plus grande partie de la mer est en Ouzbékistan. Mais le Kazakhstan se bat depuis des années pour essayer de sauver la mer. Vous voyez en 2007, la petite carte, la mer au sud, c'est plus la même mer. Il y a la mer au sud, en Ouzbékistan, et la petite mer au nord. Pour en parler, un auteur assez connu au Kazakhstan qui s'appelle Abdijamil Nurpeysov. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Il est publié chez Gallimard en France. C'était un ami d'Aragon, en France. Il est très 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 âgé, il a plus de 90 ans. Je l'ai rencontré chez lui. Il est né dans un village de la mer d'Aral. Il est fils de pêcheur. Et donc, à travers son récit de vie et ses ouvrages, dont celui-ci, il nous fait vivre l'évolution de cette région de la mer d'Aral, l'assèchement de la mer, les conséquences sur les populations. Si vous aimez lire, je vous le conseille vivement. C'est un roman vraiment extraordinaire où une trilogie amoureuse nous permet de voir voilà, l'histoire d'un petit village de pêcheurs de la mer d'Aral. C'est vraiment un très beau roman. Il existe aussi en russe et en kazakh, et donc en français. Donc c'est ma rencontre avec M. Nurpeysov qui me permet de vous faire découvrir la mer d'Aral au Kazakhstan. Dans le livre, j'ai aussi beaucoup insisté sur quelque chose que peut-être vous savez parce que vous connaissez l'Asie centrale, mais que beaucoup de Français ne savent pas. C'est la diversité ethnique dans cette région du monde. Évidemment, c'est lié à l'histoire. Partout dans l'URSS, encore aujourd'hui dans la Fédération de Russie, il y a une diversité ethnique qui est le fruit de migrations, que ce soit des migrations volontaires, je pense aux paysans qui sont venus travailler les terres, mais aussi aux migrations forcées, les déportations. Sous Staline, comme je vous le disais, avec le goulag, mais pas seulement, il y avait aussi des déplacements de populations forcés, ils se sont retrouvés au milieu de nulle part. Par exemple, les Coréens
Moi, avant de partir au Kazakhstan, je ne savais pas qu'il y avait une forte communauté coréenne au Kazakhstan. Donc c'est Irina, donc une anonyme qui me raconte ça. Ça c'est vraiment le chapitre où c'est plutôt des anonymes qui me racontent pourquoi ils sont coréens du Kazakhstan. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être coréen du Kazakhstan? C'est quoi l'identité russe du Kazakhstan? Ça on le sait plus. Les Allemands du Kazakhstan, les Tchétchènes, les Ouïghours, le peuple qui est aussi de l'autre côté de la frontière en Chine, peuple musulman de Chine qui se retrouve aussi en grande quantité au Kazakhstan. Tout ça pour vous dire que si depuis le début je dis kazakhstanais, c'est pour bien une belle et bonne raison, c'est que kazakh, c'est l'ethnie majoritaire au Kazakhstan, c'est 66% de la population, selon les dernières statistiques, mais la citoyenneté, c'est kazakhstanais. Et toute la question aujourd'hui, c'est comment faire, quand on est un pays qui est indépendant depuis 26 ans, comment faire pour créer une identité commune dans un pays où finalement toutes les populations sont là alors qu'elles ne l'avaient pas décidé. C'est la problématique du Kazakhstan actuellement, comment faire un vivre ensemble alors qu'on est là parce que c'est Staline qui nous y a emmenés de force et qu'on est des descendants de déportés. Et donc, à travers ces témoignages, les Russes, les Coréens, les Allemands, les Ouïghours m'expliquent comment on fait pour continuer à apprendre notre langue d'origine, de nos ancêtres, et en même temps avoir envie de vivre tous ensemble. C'est aussi un pays avec une grande diversité religieuse. Alors évidemment, comme il y a 66% de Kazakhs ethniques, c'est 66% de musulmans sunnites. Les Tchétchènes sont aussi musulmans, les Ouïghours, mais par exemple les Allemands sont ou protestants ou catholiques, les Coréens ça dépend, les Russes sont les Russes, les Ukrainiens, les Russes sont orthodoxes, donc il y a comme ça un melting pot, une mosaïque de peuples, et donc c'est tout un chapitre dans le livre avec une assemblée des peuples qui a été créée par les autorités aussi pour essayer de donner une visibilité à tous ces peuples. Comment ne pas parler du Kazakhstan sans parler de l'hospitalité? Alors on parlait au tout début, avec un petit clin d'œil de Borat. Je vous disais qu'avant d'arriver au Kazakhstan, j'avais beaucoup d'idées fausses, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui circulent sur ce pays. Et bien finalement, il n'y avait qu'un seul cliché qui s'est avéré exact, c'est l'hospitalité. Moi qui fais mon métier d'habitude en France, ou qui l'ai fait un peu partout dans le monde pour mes reportages, je sais ce que c'est d'aller chez les gens pour poser des questions, pour qu'ils témoignent, pour recueillir leurs témoignages. Mais au Kazakhstan, ça prend des proportions exceptionnelles. On arrive chez les gens, on ne sait jamais combien d'heures on va manger avec eux et combien d'heures ça va durer. Donc ça, ce sont des vraies photos que j'ai prises pendant mes interviews. Donc vous voyez, j'ai bien mangé. Et ce sont des aliments qu'on ne connaît pas spécialement en France. En haut, ce sont... alors, vous avez l'impression que c'est le même lait, mais en fait, non. Il y en a un, c'est le koumis, l'autre, le choubat. Donc, le lait de jument, le lait de chamel. Donc, du lait très fermenté qui se conserve très bien. C'est un goût très particulier. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, il faut s'y habituer. Voilà. Il y en a qui adorent, il y en a qui ont plus de mal. C'est tellement fermenté que même ça peut avoir un petit goût alcoolisé. C'est ce qui buvaient les nomades historiquement dans la yourte. À droite, c'est le plof qu'on mange aussi beaucoup en Ouzbékistan. L'histoire de ce plof me tient particulièrement à cœur. C'est une femme que j'ai rencontrée, qui fait l'objet d'un chapitre qui est sur l'enlèvement des mariés. C'est une tradition qui existe aussi beaucoup au Kyrgyzstan et donc au sud du Kazakhstan. Ce sont les femmes qui se font enlever pour être mariées. Elles se font enlever par leur futur mari. C'est une tradition, il y a un côté cérémonial, il y a des femmes qui sont d'accord, ça peut être leurs petits copains, ils décident ensemble de rejouer la tradition, pour aussi des questions d'argent, si les parents n'ont pas suffisamment d'argent pour payer le mariage, mais c'est aussi malheureusement une façon de kidnapper une femme et de la marier contre sa volonté. Le Kazakhstan a du mal à légiférer sur cette question, même si c'est vraiment une problématique que tout le monde a de plus en plus en tête. Mais dans les campagnes du sud du pays, surtout vers Chimkent, à la frontière avec l'Ouzbékistan, c'est encore une tradition qui existe. Et moi, avec mes yeux de française, d'occidentale, de femme, je me disais « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette tradition? Comment faire pour comprendre ?» Et donc le plus simple, c'était comme je vous l'ai dit, la démarche, c'était d'aller voir les gens, de leur demander, avec le moins de jugement possible, de comprendre
ce qui s'est passé dans leur vie. Donc j'ai rencontré plusieurs femmes à qui c'est arrivé et qui m'expliquent, minute par minute, c'est quoi être enlevée par son mari. Moi, je ne comprenais pas. Et donc, je suis arrivée chez elle, elle m'avait fait à manger. Donc c'est ce plof, vous voyez, à droite. Il y avait ses enfants autour d'elle. Et donc, c'est l'histoire comme ça de vie de femmes qui ont été kidnappées. Alors, il y en a finalement qui tombent amoureuses de leur kidnappeur. Et il n'y en a pas du tout qui ont réussi à divorcer. Voilà, donc c'est des parcours de vie. Et c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre il y a quelques mois, c'était pas autant dans l'actualité. Voilà, c'est question de respect des femmes, mais ça m'avait déjà beaucoup troublée. Et donc j'essaye d'en parler dans ce livre. En bas à gauche, c'est la table de Abijamil Nourpessov, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'auteur des livres sur la mer d'Aral. Avec un détail, ça aussi sur sa table, ce sont des petites... c'est à base de fromage, de lait caillé de jument ou de chamelle, c'est délicieux, je trouve. Voilà, beaucoup de viande de cheval aussi, vous voyez sur l'assiette à gauche, de la viande de cheval séchée. Et le plat traditionnel au Kazakhstan, c'est le bish barmak. Ah, je vois qu'il y en a qui connaissent. Alors pourquoi bish barmak? Bish barmak, ça veut dire 5 doigts, parce que c'est un plat qu'on doit manger avec ses 5 doigts. J'ai essayé en bon occidental avec une fourchette, ça marche pas. Donc au bout d'une minute, on prend, autrement on peut pas manger, on prend les doigts. C'est un plat à base de viande de cheval. Ce qui est assez intéressant aussi, j'en parle dans le livre, c'est que le Kazakhstan et les Kazakhs, historiquement, donc l'ethnie kazakh nomade, est le peuple qui se targue d'avoir domestiqué le cheval. Alors je sais que ce n'est pas le seul peuple qui se targue de ça en Asie centrale, mais ce qui m'a fait sourire en petit clin d'œil, c'est qu'en fait ils sont le meilleur ami du cheval, mais aussi ils le mangent. Et ils n'y voient aucun problème, c'est vraiment le plat traditionnel. On mange le cheval et moi j'ai trouvé ça très bon. Un petit mot pour conclure, c'est cette photo que j'ai prise en centre-ville d'Astana il y a quelques mois. Vous voyez la steppe, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de végétation. Vous voyez que c'est encore très vide, hein. Ce sont des proportions immenses, Astana. Et cette petite dame perdue qui ne sait même pas où marcher, je trouve que ça représente assez bien beaucoup de questions qu'on peut se poser du Kazakhstan. C'est un pays à la croisée des chemins, c'est mon dernier chapitre, avec beaucoup de questions qui restent en suspens. Je dirais que bien malin est celui qui est capable de dire dans 10 ans ce que sera le Kazakhstan. Le Kazakhstan qui est gouverné depuis avant la chute de l'URSS par Nursultan Nazarbayev, dont je vous parlais au début de cette présentation, qui a déjà 77 ans. Que va-t-il se passer quand il disparaîtra? C'est un énorme point d'interrogation. Surtout que donc il y a la Russie avec cette continuité territoriale que je vous ai expliqué tout à l'heure. Y aura-t-il une poussée séparatiste russe, comme on l'a connu en Ukraine? Il y a aussi Daesh qui recrute de plus en plus. Vous savez, il y a de plus en plus d'attentats où on parle de terroristes ouzbeks ou kirghizes. À quand un terroriste d'origine kazakhstanaise? Il y a aussi la très grande question du pouvoir d'achat et de la redistribution des richesses. Le Kazakhstan est un pays extrêmement riche, avec un sous-sol qui regorge de pratiquement la totalité des éléments chimiques du tableau de Mendeleïev. Il y a du pétrole, de l'uranium, du gaz, mais pas seulement. Il y a du beryllium, du tantal, du zinc, du chrome. C'est un pays extrêmement riche. Et depuis des années, le pays, les ressources économiques ont été privatisées par un clan qui est au pouvoir, par une famille et des oligarques. Et du coup, la question, avec la baisse des matières premières, est de la redistribution, la baisse du prix des matières premières sur les marchés, avec un mécontentement social qui gronde. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'au Kazakhstan, les manifestations sont interdites, mais que pour faire tourner l'économie, pour les extractions de matières premières, surtout au niveau de la Caspienne, ce sont des ouvriers qui travaillent, qui n'ont pas le droit à faire grève, et un mécontentement social monte très fortement. Donc, à la disparition du président, qui pour l'instant fait l'unanimité parce qu'il a réussi à garder un pays tous ensemble, avec cette diversité ethnique, culturelle et religieuse dont je vous parlais tout à l'heure. Que se passera-t-il une fois qu'il disparaîtra? C'est vraiment toute la question. Et donc, j'essaye, dans le dernier chapitre, de poser des questions, d'emmener
une réflexion pour ce pays en mutation, qui est souvent présenté comme le pays le plus stable de la région, partenaire stratégique indispensable pour la France, premier fournisseur d'uranium, deuxième fournisseur de pétrole pour la France, et qu'adviendra-t-il à la fin voilà, de l'ère Nazarbayev? C'est pour l'instant toute la question, et bien malin est celui qui pourra y répondre. Pour aller plus loin, avant de conclure, 3 films que je vous recommande. Le premier, La jeune fille et son aigle, qui est l'histoire d'une jeune fille kazakh, donc de l'ethnie kazakh, mais qui habite en Mongolie. Le documentaire est sorti il y a quelques mois en France. C'est sur la tradition de ce peuple qui chasse avec un aigle. On voit des paysages magnifiques. Donc c'est comté mongol, mais c'est bien une tradition kazakh. La petite fille parle kazakh. L'autre film, c'est Igla, ce qui veut dire l'aiguille en français. Igla, c'est du russe. C'est un film de Rachid Nougmanov que j'ai interrogé aussi dans le livre. C'est le blockbuster, le film qui a le mieux marché juste avant la chute de l'URSS. C'est un film qui a été tourné à Almaty et au niveau de la mer d'Aral, d'où cette photo. Avec comme star Victor Tsoi, qui est un rocker de l'ex-Saint-Pétersbourg, Leningrad, qui était très connu. Il a eu un destin un peu à la James Dean, il est décédé assez jeune, et c'est toute une histoire du film kazakh par un réalisateur kazakh tourné à Almaty, et qui a été le film le plus vu de toute l'URSS juste avant la chute de l'URSS. C'est un très beau film que vous pouvez trouver assez facilement sur YouTube. Et le troisième film, c'est Kelinka Sabina, qui existe sur YouTube aussi, en russe et en anglais. C'est sur l'enlèvement de la mariée, en version humoristique. Voilà, parce qu'il ne faut pas que pleurer de cette situation, il faut essayer de faire changer les mentalités en s'amusant. Et donc c'est Nurtas Adambayev, qui est aussi dans mon ouvrage, qui est le réalisateur et l'acteur principal du film. C'est lui qui joue le rôle de la femme enlevée. Et voilà, on voit les traditions kazakhs, on voit aussi les paysages dans une famille traditionnelle au fin fond de la Pampa. Et c'est très drôle, et ça dit beaucoup de choses de la mentalité du Kazakhstan actuel. C'est le film qui a le mieux marché depuis l'indépendance, et c'est surtout le film qui arrive à faire aller au cinéma à la fois des très jeunes qui sont contre les traditions et qui regardent plutôt vers l'Occident, et les très âgés qui sont pour le respect des traditions. Donc c'est assez amusant, je vous le recommande aussi. Kelinka Sabina, j'en parle aussi dans le livre. Et voilà, je vous dis merci, et je voulais vous montrer cette dernière petite photo. Voilà. Place aux questions. Un petit peu nos discussions. Vous n'avez pas pu parler donc des différentes hordes, parce qu'il y a entre Kazakhs quand même quelques différences. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez perçu? Parce que votre objectif, j'ai compris, peut-être au niveau des gens, des réalités sociales. Et est-ce que ça, vous avez rencontré des gens de différentes hordes? Oui. Ou pas? Et est-ce que c'est un problème? Oui, alors, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée, qu'il ne fallait pas inviter certaines personnes, certains Kazakhs. Donc les hordes, tout le monde voit à peu près ce que c'est ou pas? Ce sont, donc c'est au sein de l'ethnie kazakh, donc majoritaire, mais qui ne touche pas tous les citoyens du Kazakhstan. Ce sont les grands, il y a 3 hordes, petites, moyennes et grandes, et c'est historiquement les peuples nomades qui géographiquement n'étaient pas situés au même endroit du territoire qui est devenu le Kazakhstan aujourd'hui. Et ça régit beaucoup de choses, les mariages, le monde des affaires, et donc c'est assez complexe. Alors c'est vrai que j'ai demandé à chaque Kazakh que j'ai rencontré pour le livre de quelle horde il était, mais j'en ai pas nécessairement parlé à chaque fois. Ce que j'ai compris à peu près, c'est qu'on ne se marie pas en fonction des hordes, il faut, voilà. Et j'ai l'impression que dans le business, mais c'est vrai que moi je ne faisais pas du business au Kazakhstan, mais peut-être que vous êtes mieux placés, ou d'autres, pour faire du business, c'est assez complexe. Voilà, en fonction des hordes, il faut respecter. Voilà. Et donc, ceux qui ont un certain pouvoir politique ou économique, ça, et en fonction des régions, ça dépend aussi de la horde de laquelle on est. Il y a combien d'habitants? Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. 18 millions d'habitants.
pour un territoire, comme l'a dit M. Bourdeil, 5 fois plus grand que la France métropolitaine, donc à peu près l'Europe. Donc c'est un pays assez vide, il faut bien le dire. C'est vide. Oui. Est-ce lorsque vous promenez dans les rues d'Astana, est-ce que vous voyez des femmes voilées ou en burqa? Et vous? Non. Non, pas du tout. Non. Les Tchétchènes. Oui, mais Astana c'est la ville vitrine. D'accord. Je dirais que Astana n'est pas très représentatif du reste du Kazakhstan. Donc c'est différent à Chimkent ou à la campagne. Astana, c'est la ville des fonctionnaires, du pouvoir, de l'occidentalisation. Voilà, ils aiment bien qu'on surnomme Astana la Dubaï des steppes. Moi, je trouve que ce surnom ne lui va pas du tout, mais... À propos d'Astana, est-ce que c'est une ville complètement artificiellement créée dans l'histoire? Est-ce qu'elle nous vient des Russes? Oui. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, la question est très bonne. C'est aussi dans mon livre, il y a tout un chapitre sur Astana. Astana, qui est en fait... Donc c'est la capitale depuis 1997, hein, donc ça fait 20 ans déjà, mais c'est encore en pleine croissance. C'était l'idée du président Nazarbayev de déplacer la capitale. Il faut savoir qu'à Astana, il y avait déjà une petite ville qui s'appelait Akmola, qui est l'héritière d'un fort créé par les Cosaques. Pas les Kazakhs, les Cosaques. Les Cosaques. Okay, les moines soldats paysans russes sous l'empire tsariste qui venaient aux avant-postes de la Russie et donc qui ont fait, en fait, qui sont à l'origine des premières villes au Kazakhstan. Pareil pour Almaty, c'était le fort de Verny. Donc Astana s'appelait Akmola, c'était un tout petit bourg cosaque sur une rivière. La différence, c'est que Astana, c'est pas vraiment développé là, elle s'est développée de l'autre côté de la rivière. Ce qui pose des problèmes en termes urbanistiques, c'est que du coup, ils ont développé la capitale à un endroit où il n'y avait absolument rien. Il y a toujours l'ancienne Astana, mais la nouvelle capitale, là où il y a eu l'Expo l'été dernier, l'Expo internationale, tout le siège du pouvoir, tous les nouveaux quartiers sont de l'autre côté de la rivière, sur un endroit où il y avait un marécage, où historiquement les Cosaques n'avaient pas choisi de s'installer, et je pense que ce n'était pas une coïncidence, c'est que historiquement c'était difficile de s'installer là, c'était assez inhospitalier, assez hostile. Ce qui fait que Astana est une ville extrêmement hostile, c'est difficile de planter un arbre. Ils plantent des arbres, mais ils ne survivent pas. C'est balayé par les vents, cette partie de la rivière, c'est marécageux, on n'arrive pas à creuser un métro, alors que c'était un des objectifs du président d'avoir un métro pour l'Expo qui s'est tenu il y a 6 mois. Il n'y a pas de métro parce qu'on ne peut pas creuser. Il n'y a pas de parking souterrain à Astana, ce qui est très compliqué parce qu'il fait très 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 froid et qu'il n'y a pas de parking souterrain. Donc vous allez au supermarché, le parking est dehors, devant. Avec beaucoup de vent. Avec beaucoup de vent. Donc ça fait des complications. Et la rivière est une grande rivière? Est-ce qu'elle est comme la Seine, est-ce qu'elle va déborder? Non. Bon, non. Mais c'est que historiquement, voilà, on se met souvent autour d'une rivière. Mais pour la petite histoire, donc dans le livre, j'ai rencontré l'un des architectes en chef qui a géré le déplacement de la capitale entre Almaty et Astana. Et il me raconte comment ça s'est passé, pourquoi les parlementaires ont donné leur accord en 94. Donc il faut s'imaginer, 94 c'est quoi? C'est donc 2 ans et demi. Parce que c'est décembre 91 l'indépendance, 94 c'est 2 ans et demi après l'indépendance. Dans tous ces pays-là, il faut se rappeler ce que c'est. C'est des pénuries d'électricité, de nourriture, un rationnement. Ce sont des années extrêmement difficiles, le début des années 90, comme en Russie, mais au Kazakhstan aussi. Et c'est la période où le président nous dit « changeons la capitale de place ». Franchement, tout le monde se dit à l'époque « on n'a pas autre chose à faire que penser à déplacer la capitale ». Le président se dit, si, ça va relancer l'économie, c'est comme un plan Marshall, on va faire des infrastructures, etc. Et son idée aussi, c'était de lancer un concours international pour attirer les étrangers, les architectes étrangers, à les attirer au Kazakhstan. Et pourquoi les parlementaires ont dit oui? Parce qu'il y a un système, il y a un parlement, il y a une chambre haute, une chambre basse, comme en France, et il y a eu un vote le 6 juillet 1994. Cet architecte en chef, donc Amanjol Chikinayev, m'explique que la proposition de loi a été soumise au Parlement le 6 juillet 1994 et les parlementaires
ont voté oui pour faire plaisir au président parce que c'est le jour de son anniversaire. Ça dit deux choses. Ça dit un respect immense pour l'autorité au Kazakhstan. C'est un pays patriarcal, très respectueux des autorités. Et si le président a une idée, on ne va pas lui dire non. Mais eux, apparemment, ils se sont dit, ça se fera jamais. On a autre chose à faire. Ok, on va dire oui, on va déplacer la capitale, mais ça se fera pas. Et l'argent? Et finalement, eh ben, ça s'est fait. Donc, le problème climatique est assez important parce que si parmi vous, il y en a qui sont allés à Almaty, la différence est énorme. Donc, c'est 1200 km de différence, mais 30 degrés de différence aussi. Bien sûr. Et du coup, attendez, si je remets la carte du début, le Kazakhstan, c'est vraiment un pays multiple, mais Astana est assez particulier. Donc c'est la vitrine du Kazakhstan et en même temps c'est la grosse ville, alors que la majeure partie du Kazakhstan c'est de la campagne. Almaty est encore extrêmement dynamique. Là, c'était là. Voilà. Là vous voyez Almaty, sud-est, et Astana, donc sur la rivière Ishim. C'est très troublant. La plupart des expatriés vivent à Almaty. C'est une ville culturelle qui était même qui était la capitale du Kazakhstan jusqu'en 1997, sous l'URSS. Voilà, c'est une ville dynamique, à côté du Kyrgyzstan. C'est facile de partir en week-end, d'aller skier. Astana, c'est plus difficile. Il n'y a rien, c'est la steppe à perte de vue. Il n'y a pas de montagne, il y a beaucoup de neige, mais pas de montagne. Donc c'est un choix politique un peu comme Brasilia et au Brésil. Et voilà, quelle était votre question, c'était ça. Voilà. Oui. Vous permettez, j'étais ambassadeur au Kazakhstan. Oui. Almaty d'abord, puis à Astana. Oui. Bon, il y avait quand même une autre raison du transfert dont on vous parle là-bas, c'est que un des problèmes qui s'est posé au début du Kazakhstan, et même à l'époque soviétique, c'était la partition du Kazakhstan entre le nord, peuplé essentiellement de Russes, qui ne peuvent pas piffer les Kazakhs, entre nous, et la partie kazakh. Bon. Alors, Almaty, le président a voulu, semble-t-il, remonter la capitale pour équilibrer les choses. Parce que cette menace de partition, elle a été très forte, elle a été, à l'époque de Khrouchtchev déjà on en parlait, à l'époque de Brejnev on en parlait, après l'indépendance Solzhenitsyn a remis le coup en disant bon, on va reprendre toute la partie nord. Donc il y avait quand même une raison géopolitique qui n'était pas simplement le désir du président. C'était aussi ce désir de rééquilibre ethnique qui est quand même très très important. Cette menace de partition, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais elle est toujours un peu dans l'air. Oui, et du coup, il y a beaucoup de Kazakhs ethniques qui sont arrivés à Astana pour prendre des postes dans les ministères. Tout à fait, oui. Alors que Astana, ancienne Akmola, était majoritairement peuplée de Russes. Comme Petropavlovsk, Kostanay, vous voyez sur la carte, toute la partie nord était beaucoup d'Allemands aussi. Absolument. Alors, est-ce que ça a marché? Oui, pour l'instant, il n'y a pas de, à ma connaissance, moi qui ai passé 2 ans, il n'y a vraiment pas de mouvement sécessionniste à l'heure où je parle. Mais la disparition de Nazarbayev, ça va être plus compliqué. J'ai rencontré des Russes pour le livre, je leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire dans 10 ans, quand il n'y aura plus Nazarbayev. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas s'ils sont les bienvenus de rester, des Russes du Kazakhstan, qui sont là depuis des générations, qui sont des descendants de paysans qui sont venus travailler la terre, des Tselinikov, et qui avaient choisi d'être au Kazakhstan et qui ne sont pas spécialement russes, mais ils sont russes ethniques. Et c'est assez complexe ce qui va se passer. Je pense que pour ça, c'était une bonne idée de remonter la capitale vers le nord, de la recentraliser. L'autre petite histoire aussi, ce qu'on a dit, peut-être les mauvaises langues, c'était que les intellectuels, les possibles dissidents, l'opposition préféraient vivre à Almaty et qu'elle ne remonterait pas vers le nord tellement les conditions de vie climatiques sont hostiles. C'est vrai, c'est aussi ce qu'on dit, c'est que la ville de l'opposition, c'est Almaty. Oui. À Astana, il n'y a plus que des fonctionnaires. C'est ça. Et moi, en tant qu'ambassadeur, j'ai connu ce problème parce que quand j'étais à Astana, que j'avais un ministre qui venait, évidemment, il faut toujours qu'il voit quelqu'un de l'opposition. Donc il faut qu'il aille dans les deux villes. À Astana, j'en trouvais pas. Ben, c'est ça. Oui. Il fallait que je fasse venir d'Almaty en payant le voyage, etc. Donc c'est pas... vous ne faisiez pas aller le ministre à Almaty?
Ah bah bon, quand ils ont 2 jours et qu'ils veulent voir le président, le Premier ministre, etc. Donc il fallait que je fasse monter des gens. Donc vous étiez à l'époque où l'ambassade a changé, donc c'est Oui, 2007. c'est moi qui ai ouvert l'ambassade Oui. à Astana. Donc la capitale c'est 97 et les ambassades ont mis quand même un certain temps à changer de ville. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'en 97 Astana c'était vraiment pas grand chose, c'était vraiment un chantier permanent, c'était difficile, des routes, voilà. Ah oui, oui. Voilà, c'était un. Voilà. Et donc en 2007, déjà c'était un trou, oui monsieur, en 2007 l'ambassade de France a été l'une des dernières à déménager d'Almaty à Astana. Et aujourd'hui, il y a un consulat général de France à Almaty, avec une partie de l'ambassade qui est aussi à Almaty. C'est encore voilà, assez dynamique à Almaty parce qu'il y a la culture, il y a l'opposition, etc. Un commentaire et une question sur la présence chinoise. Je ne pense pas que la situation du Kazakhstan, enfin les russophones du Kazakhstan, je ne pense pas que la situation soit pleinement comparable avec l'Ukraine dans la mesure où au niveau du Kazakhstan on est plus dans une situation de condominium russo-chinois qui n'est pas du tout comparable avec l'Ukraine. Cela dit, donc, on sait que les Chinois sont très présents économiquement avec One Belt, One Road, etc. Et j'ai cru comprendre que ça provoquait des réactions négatives dans la population. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises vraiment, c'est que les habitants du Kazakhstan ont une grande méfiance envers le chinois. Extrême. Vraiment extrême. Ils ont vraiment peur de l'invasion. D'ailleurs, historiquement, si le dernier Khan kazakh a demandé, s'est mis sous la protection du tsar russe, c'est parce qu'il avait peur des peuples venant de Chine. Donc même historiquement, les Kazakhs avaient plutôt choisi une alliance de raison avec les Russes, qui après ils ont interprété comme une colonisation, mais ça c'est, voilà, historiquement ils ont demandé la protection pour ne pas être envahis par les peuples venus de Chine. Et aujourd'hui, il y a une femme que j'ai rencontrée qui me dit ça très bien, qui s'appelle Ayajan Jaksibai, qui est styliste, et qui m'explique que pour elle, ils sont vraiment la plus grande menace, c'est que la culture du Kazakhstan soit envahie par la Chine. Donc c'est pas la Russie, c'est pas les États-Unis, l'ennemi, c'est la Chine aujourd'hui. J'en veux pour preuve le dernier mouvement de mécontentement dans la population et de manifestation, qui était illégal, mais qui s'est passé, c'était au printemps 2016, contre un projet de loi qui était contre la possibilité pour des étrangers d'acheter la terre. On a appelé ça les land protests, manifestations pour la terre. Et dans ces étrangers qui voulaient acheter la terre du Kazakhstan, c'était les Chinois, qui eux sont tellement nombreux et ils ont un pays juste à côté de chez eux qui est vide et ils veulent acheter de la terre pour nourrir leur population. Et ça, c'est vraiment dans la tête du Kazakhstan très fortement. C'est une très bonne question, mais c'est une réalité, ce que vous avez pressenti. Je pense que la menace chinoise est vraiment très forte pour eux. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire quand remonte, dirons-nous, le fond du Kazakhstan par rapport on va dire, au dessin des frontières, parce qu'effectivement, ils ont fait partie de l'URSS pendant au moins 70 ans, non? C'est ça. Bon. Oui. Et donc, auparavant, est-ce que c'était la même frontière ou est-ce qu'il y a eu, on va dire, des pertes de part et d'autre, ou comment ça s'est fait au niveau de... Parce que vous dites qu'il n'y a pas de choses comme des rivières, des fleuves ou des montagnes qui séparent les différents pays. Donc, comment c'est tracé, parce que c'est quand même pas très droit, alors comment c'est tracé les frontières? Ah bah c'est l'URSS, c'est la première république, hein, c'est début. C'est Joseph Staline déjà. Oui, oui. Alors votre question fait un grand débat au Kazakhstan. Par exemple, le livre s'appelle Jeune Nation, okay, parce que c'était pour l'idée qu'on parlait des peuples. Et en fait, les Kazakhstanais qui ont vu ce livre et qui comprennent le français étaient très en colère, parce que pour eux, leur nation est ancestrale, elle n'est pas jeune. C'est un jeune État. Mais alors c'est toute la question. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Vladimir Poutine a dit il y a quelque temps que le Kazakhstan n'est un État que grâce à l'URSS. Alors ça pose question. L'État est en effet jeune,
mais la nation kazakh. Ils ont célébré il y a 2 ans les 550 ans de la nation kazakh. Mais alors le Kazakhstan, ce n'est pas que les Kazakhs actuellement, donc ils sont en redéfinition. Il faut essayer de comprendre, c'est le peuple tutélaire, l'ethnie majoritaire, mais ce n'est pas que eux le Kazakhstan aujourd'hui. Donc le Kazakhstan contemporain, en effet, n'existait pas avant l'URSS. Mais le peuple kazakh, historiquement, selon les idéologues du Kazakhstan, ils ont 550 ans. Mais ce n'était pas ces frontières-là, et c'était plus au niveau du Sirdaria et de l'Amudarya, au sud, dans une région qui historiquement s'appelle le Turkestan. Parce qu'au nord, là où il y a Astana, il n'y avait pas d'habitants du tout. À part les Cosaques. Voilà. Le fort Cosaque, en 1830, quand ils sont arrivés, il n'y avait personne. Je pense qu'il n'y avait même pas de nomades, parce que ils passaient en fonction des saisons. Vous voyez ? Les routes de la soie et tout ça, il y avait... Oui, alors, les routes de la soie, c'est plutôt vers le sud, c'est plutôt vers Almaty. Ça, c'est hyper polémique comme question, et je ne suis pas historienne. Je pourrais vous recommander les excellents bouquins de Catherine Poujol, qui est vraiment la spécialiste historique sur le sujet. Elle a fait un que sais-je très précis là-dessus, et plein d'autres vraiment sur l'histoire. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'histoire juste comme un acquis. Je suis partie du présent. J'ai rencontré des acteurs du présent et pas les historiens. Mais ça fait un grand débat au Kazakhstan actuellement, votre question. Par rapport à l'inquiétude que vous avez indiquée tout à l'heure quant à l'avenir du pays après la disparition du président Nazarbayev, ma question est-ce que lui-même organise sa succession? Est-ce qu'il a un fils qui pourrait lui succéder? Je ne sais pas. Ou un collaborateur proche? Oui, il y a une chose taboue au Kazakhstan, c'est parler de la santé du président. Ah oui. Donc du coup, comme on ne peut pas parler de la santé, on peut difficilement parler de sa succession. C'est complexe. Non, il n'a pas de fils. Alors, pour un Kazakh, de ne pas avoir de fils, c'est compliqué, parce que donc on est dans une société, l'ethnie kazakh est extrêmement paternaliste. Il a des filles, dont une qui est sénatrice et qui est actuellement présidente de la commission des affaires étrangères au Sénat. C'est pas sa fille. Dariga. Oui, c'est pas sa fille. C'est pas sa fille. Non. C'est sa fille, mais c'est pas sa fille. Ah bon. C'est une fausse fille. Non, le papa, c'est pas Nazarbayev, mais D'accord. petite histoire. Ah ben non, ça c'est intéressant. D'accord. C'est pour ça que la légitimité, elle passe par Sarah, qui est l'épouse officielle, Oui. délaissée, mais Voilà. officielle. Mais qui est bien la maman de Dariga. Oui. Oui. Le papa est D'accord. Moscou. Donc sa fille officielle. Il Voilà. ne faut pas le dire. Voilà. Donc Dariga, donc Mais peut-être. toute l'élite le sait. D'accord. Pour ça que, Alors, je vous tant qu'il avoue sera pas mort, que moi, ma ligne pour ce livre, ce n'était pas de rencontrer le pouvoir. Il y a déjà plein de livres sur le pouvoir qui sont financés par l'ambassade ou par l'ambassade du Kazakhstan ou par les réseaux du Kazakhstan. Moi, j'essayais de... ça, il y en a plein des livres sur la famille Nazarbayev, etc. Moi, j'essayais de voir les autres, les habitants. Ce n'est ni un livre pro-régime, ni un livre critique. C'est un livre société civile, qu'est-ce que le Kazakhstan, voilà. Après, il y a des gens qui ont un avis plus ou moins marqué, mais l'idée, c'est pas de parler de la famille Nazarbayev en particulier. Du coup, pour parler de la possible succession des scénarios de l'après-Nazarbayev, j'ai posé des questions à un politologue, ce qui est facile à trouver en France, ils sont partout, dans tous les médias. Mais alors au Kazakhstan, essayer de trouver un politologue le plus indépendant possible, c'était assez complexe. Donc Dariga peut-être, ce qu'elle prend à la succession, ce serait une révolution, c'est une femme qui prend la succession, mais c'est pas sûr que tout le monde soit d'accord. Et puis il y a des élections au Kazakhstan, où il est élu à chaque fois avec plus de 95% des voix, Nazarbayev. Voilà. Donc il y aura des élections pour sa succession, mais alors ce qu'il adviendra, c'est... J'aimerais avoir une boule de cristal, mais... Vous savez, un jour, un des proches de Nazarbayev, à réponse à cette question, me dit « c'est pas la peine de faire des spéculations. Voilà. Et le facteur clé, ce sera à qui le chef de la garde de Nazarbayev va téléphoner au moment de la minute qui suivra le décès, pour qui sera le premier coup de fil du chef de la garde, le Premier ministre, au chef du KGB, au patron du Sénat. » C'est ça qui va déterminer le processus d'après. Donc,
Il vaut mieux évacuer le thème. Voilà, voilà, on peut tout dire et le contraire du exactement. Je pense que bien malin est celui qui sait ce qui va se passer. Il m'a bien semblé quand même que Nazarbayev a laissé entendre que pour ses 80 ans, il allait partir en retraite. Ah. Il l'a plus ou moins dit. Bon, ça nous laisse encore quelques années alors. 80 ans, ça, oui. ça nous laisse... 80 ans de pouvoir, vous voulez dire. Il est en 40. Bah, ce serait un grand courage, ce serait Mais vous en connaissez beaucoup, des hommes de pouvoir qui lâchent... C'est ça, hein. Ça n'existe pas. Voilà, mais pourquoi pas on pourrait le souhaiter parce que je pense que les habitants sont assez inquiets de ce qui va se passer après. Parce que là, il y en a qui le critiquent, pas officiellement, jamais, mais la plupart des gens sont en tout cas conscients que le pays est extrêmement stable, qui fait vivre les communautés ensemble. Donc ils ont encore plus peur, même ceux qui ne l'aiment pas, ils ont encore plus peur de ce qui pourrait se passer après. Ça, c'est une certitude. Alors que quand on est français, on se dit, dis donc, il est en poste depuis avant l'URSS, voilà, peut-être qu'il faut passer la main. Mais quand on est dans le pays, pour ceux qui étaient là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit les choses bien différemment, en termes de stabilité, voilà. Donc, c'est une question. Oui, et puis il y a une question derrière. Je tiens à dire d'abord que je vais retourner au mois de mars prochain et je vais rencontrer Catherine Poujol. Très bien. Je vais retourner au Kazakhstan pour la 20e fois. Je voulais dire que vous avez fait allusion, d'abord en ce qui concerne la succession de Nazarbayev, petite parenthèse, il y a des directives, effectivement, c'est un régime, c'est une démocrature, c'est une, comment dirais-je, c'est une démocrature, hein, bon, nous le savons tous. Mais pouvait-il en être autrement? Absolument. Deuxième remarque, c'est que, en ce qui concerne ce pays, il y a des directives présidentielles. Et la dernière directive, que vous avez peut-être lue d'ailleurs, qui date du mois d'octobre dernier, dans lequel il fait allusion justement à ce grave problème de sa succession. Et pour la première fois, et d'ailleurs le SCE l'a remarqué, pour la première fois il fait allusion à cela, et il fait remarquer qu'il faut briser, comme il l'appelle, la pyramide du pouvoir. C'est-à-dire qu'il a l'intention, le fera-t-il, mais il a l'intention de donner davantage de pouvoir au pouvoir législatif, c'est-à-dire au Majlis et à la Chambre haute. Donc déjà, il y a même chez le président, il y a déjà cette idée, sinon cette idée, tout au moins le désir de trouver des solutions, parce qu'ils se rendent bien compte que là, il y a un grave problème. Alors maintenant, je voudrais revenir au départ, parce que vous êtes journaliste et vous avez très justement dit tout à l'heure que nous ne connaissions pas le Kazakhstan. Effectivement, pour la France et pour l'Europe en particulier, en général, c'est une terra incognita. Mais j'allais dire, ce n'est pas particulier au Kazakhstan. C'est vrai pour tous les pays d'Asie, c'est vrai aussi pour la Russie, la Fédération de Russie. Et les Français connaissent-ils vraiment la Russie? Quand on parle de la Russie, immédiatement, il y a une sorte de rideau qui tombe. Il y a une sorte de préjugé contre. Alors, c'est vrai qu'on l'ignore. Mais vous, en tant que journaliste, vous avez un rôle considérable à faire. Il faut justement, et votre livre certainement, et votre conférence, fort intéressante, permet justement de faire connaître à l'Europe ce qu'est le Kazakhstan. Parce que c'est un pays qui est très tourné vers l'Europe, qui attend beaucoup de l'Europe. Et c'est un pays qui, au niveau international, a un rôle considérable. Bon, vous ne pouviez pas tout aborder. Mais il ne faut pas oublier que le Kazakhstan a présidé l'OSCE en 2010. Oui. Ce n'est pas un hasard. Alors, il y a différentes raisons qui l'expliquent. C'est le Kazakhstan qui a organisé pour la première fois, dès les années 1996, l'OCS, le groupe des 5, avec Chine, Russie, Kazakhstan et d'autres. Ce n'est pas rien non plus. C'est le Kazakhstan qui a créé le CCIA, c'est-à-dire une organisation internationale qui regroupe 18 grands pays parmi les plus grandes nations du monde. Les États-Unis ne font pas partie de cette région, mais ils ont des observateurs. Et c'est tout cela qui explique que le Kazakhstan a un rôle international aussi important, et c'est aussi cela qui explique la notoriété de Nazarbayev, parce que le public, il n'est pas idiot. Bon, c'est vrai qu'il n'aime pas trop, mais il se rend compte qu'avec lui, il n'y a pas les problèmes qu'il y a au Tadjikistan, où il y a une guerre civile atroce, il n'y a pas les problèmes de l'Afghanistan, donc il y a tout cela qui explique que, si vous voulez, on peut le refuser, on peut ne pas l'accepter, mais quand on l'observe, on comprend pourquoi cette population vote en majorité, et bien sûr, elle vote parfois avec regret, mais elle vote parce qu'il leur assure la stabilité. Alors la grande question, vous l'avez bien dit, c'est l'après. L'après, oui. De ce point de vue, il y a deux sujets en fait très actuels. Un, c'est les routes de la soie, qui posent effectivement un problème. D'abord, les routes de la soie, elles commencent à la frontière entre le Kazakhstan et la Chine.
et c'est quelque chose de gigantesque, c'est du même ordre que le plan Marshall, voire la construction européenne en fait. On est au début. Et c'est en fait la seule solution qui peut sauver le Kazakhstan en Asie centrale. Le deuxième sujet, c'est le risque islamiste, qui est très prégnant actuellement. J'étais à Moscou au mois de décembre, et j'ai été très frappé. La même semaine, d'abord, j'ai vu une très longue interview de Nazarbayev, puis j'ai vu des déclarations du président de l'Azerbaïdjan, du président du Turkménistan. Les trois disaient mot à mot presque la même chose, et c'est une chose nouvelle par rapport aux 25 ans qui précèdent. Pendant 25 ans, on disait la Russie, c'est notre grand frère, c'est l'amitié, on va coopérer, etc. Tout ça en langue de bois, monsieur. Mais le Kazakhstan, c'est à moi, ou l'Azerbaïdjan, c'est chez moi, ou le Turkménistan. Là, c'était trois déclarations qui étaient des déclarations d'allégeance à la Russie. C'était très nouveau, et c'est arrivé à la même semaine, ça m'a beaucoup frappé. Parce que, avec l'événement de Syrie, Irak, etc., l'État islamique est en train de mouver sur l'Afghanistan. Ils sont d'Inil au nord, ils sont le long des frontières, et la question c'est qu'est-ce qui va se passer après? Pour l'instant, ils sont sur le scénario afghan qui consiste en fait à faire rallier les talibans. Ce que les talibans ont fait il y a 20 ans, en fait, ils essaient de, avec succès ou pas, je n'en sais rien, mais les régimes en place ont peur. Ils ont véritablement une peur physique, sinon ils ne seraient pas arrivés à ce degré de... Pour la petite histoire, il y a 4 ans, il y a eu des événements à Kyubisk, qui est au nord du Kazakhstan. Oui. Les terroristes islamistes. Mais ils n'étaient pas kazakhs, ils étaient russes. Je veux dire que l'islamisme a pénétré pas seulement le sud, mais y compris le nord, et même des populations russes du Kazakhstan. Je suis tout à fait d'accord Simplement, avec... c'est peu visible, mais il y a eu beaucoup d'événements terroristes au Kazakhstan ces 4 ou 5 dernières années. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, là, ce sentiment d'allégeance là, par rapport à la Russie. Pour ce qui est du risque terroriste, dans une démocratie comme la nôtre, c'est déjà très difficile quand on est journaliste d'avoir une information réelle, qui n'est pas instrumentalisée par le pouvoir, etc. Alors au Kazakhstan, c'est particulièrement difficile. Alors en effet, il y a eu des événements qui ont été classés comme terroristes par les autorités. Mais moi, je vous avoue que des fois, je me pose des questions si vraiment la totalité des événements sur les 5 dernières années qui ont été classés comme terroristes le sont vraiment. Oui, c'était des attaques, mais est-ce que c'était des assaillants qui avaient une idéologie islamiste de Daesh? Parce que quand on dit terroriste, il y a beaucoup de pays qui utilisent le mot terroriste pour tout ce qui est quelqu'un qui s'oppose au régime en place. Donc, on ne verra pas ça en Syrie, par exemple. Ah bah, si, bah en Syrie, chaque terroriste est le rebelle de quelqu'un ou le résistant d'un autre. Donc c'est toute la question. Mais est-ce que toutes les attaques qu'il y a eu, il y a eu aussi une attaque d'un commissariat à Almaty, il n'y a pas très longtemps, il y a juste un homme tout seul, un acte isolé. Il y a aussi une rébellion sociale, je pense, qui... Alors, c'est peut-être un mécontentement social qui nourrit une idéologie qui est inspirée de Daesh, mais pas nécessairement. Les deux mouvements sont... c'est pas Daesh, mais de les Tchétchènes. Des Tchétchènes aussi, voilà. Donc, alors, les autorités classifient attaque terroriste pas mal de choses, alors qu'officiellement, je sais qu'à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, Nazarbayev espère avoir les condoléances des pays occidentaux, mais jamais il y a ça. Pour l'instant, moi je trouve que, paradoxalement, le Kazakhstan est assez protégé. Il y a très peu d'attaques au Kazakhstan. Hein. Quand moi j'habitais au Kazakhstan lors des attentats du 13 novembre à Paris. Je sais que ma famille, mes amis m'ont dit bah, toi t'es né au Kazakhstan, au moins il n'y a pas ça. Donc voilà, à Astana il n'y a pas d'attaque comme à Paris, comme à Londres, comme à New York, comme à Boston. Donc ce risque terroriste est fort sur le recrutement. Je dirais, il y a des études qui sont faites même par des centres d'études liés au pouvoir en place à Astana qui expliquent les risques de radicalisation, qu'il y a de plus en plus de Kazakhs ou de Kazakhstanais dans les rangs, ou de Tchétchènes kazakhstanais dans les rangs de Daesh. Mais ça, je trouve que c'est assez complexe comme, de savoir qui dit vrai et quels sont vraiment les nombres de...
En fait, le de danger, c'est pas recruteurs. tellement les actes. Oui, Très court, non, mais parce que leur tour. Ah oui, je parle. Monsieur Richard, c'est. Oui, pardon. Les premiers gros attentats terroristes ont eu lieu à Tashkent Oui. en 2000. Oui. Et c'était le brouillon exact des attentats des États-Unis. À la voiture piégée et exactement les mêmes cibles. Et ça avait été précédé par d'autres attentats terroristes et suivi par d'autres attaques terroristes. Et le bouillon de culture de la région, c'est la vallée de Fergana. Oui. Sur 25 000 km², il y a une concentration de population énorme, des villes de 400 000 habitants. Et ma doctrine, quand j'étais là-bas, comme ambassadeur, c'était la mini-jupe et le voile progressent en même temps. Si nous n'aidons pas ces pays à se développer, la population va se retourner vers ces valeurs. Pour l'instant, elle rêve de l'Occident, mais si c'est la crise sociale, elle se retournera vers ces valeurs qui ne nous réussiront pas. Et mon principal ennemi, d'ailleurs, c'était le ministère des Finances, que j'avais toujours contre moi. Deuxièmement, il y a le chiffre de la population qui m'a un peu étonné, parce que quand j'ai été nommé en Ouzbékistan, l'Ouzbékistan à l'époque paraissait la grande puissance de la région, avec la moitié de la population de la région, une démographie beaucoup plus forte. C'était 23 millions d'habitants, maintenant je crois qu'ils sont à 30 millions plus. Alors que le Kazakhstan, c'était 17 millions d'habitants, et vous avez dit 18. Et à l'époque, les Russes étaient les plus nombreux, c'était 40% de Oui, Russes. mais ça, oui. Alors je pense que cette progression relativement limitée, c'est le départ des Russes. Alors les Russes vivent mal, c'était pas les anciens colonisateurs, mais moi, pendant les 8 ans que j'ai passé là-bas, je n'ai pas senti de ressentiment par rapport aux Russes en dehors du discours officiel. Et les populations locales reconnaissaient spontanément que pour elles, la colonisation avait été une bonne chose et même une très bonne chose. Et j'ai entendu les gens du pays me dire très souvent les Russes nous ont apporté la modernité. Et je n'ai pas senti de friction, mais naturellement, à mesure, je voyais dans les postes de direction, les têtes blondes remplacées par des têtes brunes et des moustaches. Tout à fait d'accord. Il n'y a pas de friction dans ce sens-là, mais dans le sens des Russes, les Russes se sentent de moins en moins faire partie du Kazakhstan. Ils ont peur, parce que en fait on dit que les postes de fonctionnaires et dans les entreprises sont réservés aux Kazakhs. C'est faux. C'est pas qu'ils sont réservés, c'est qu'il faut parler kazakh pour les avoir. Et que les Russes parlent pas kazakh, mais ils sont obligés de l'apprendre à l'école maintenant. Mais il y a un côté, donc linguistiquement, ça fait une scission de plus en plus, où les Kazakhs prennent vraiment le pouvoir. Je vous en prie. Et pour les Russes, être obligé de parler la langue locale, par exemple, quand moi je faisais mes invitations en français et en ouzbek, pour les Russes, être obligé de parler la langue locale, c'est une humiliation. Et je dirais franchement, il y a un racisme russe à l'époque à l'égard de ces populations. Ils les appellent les Noirs, ils les appellent les Zadis. Et je me rappelle à l'inauguration du théâtre russe à Tashkent, je dis au directeur du théâtre, mais il y avait beaucoup d'Ouzbeks ici, et il me dit, oh, c'est des Ouzbeks blancs. Peut-être que c'est un peu différent au Kazakhstan. Il y a moins ce racisme, je trouve, entre les Russes et les Kazakhs. Puis il y a beaucoup de familles mixtes. Il y a eu beaucoup de mariages mixtes au Kazakhstan. Oui. Mais il y a aussi un théâtre russe où il n'y a que des Russes ethniques et le théâtre kazakh qui est que en kazakh. Je vous en prie. Excusez-moi, dernière question. Mariage mixte, c'est homme kazakh et russeux. Parce qu'en Ouzbékistan, c'est toujours homme ouzbek et une blonde. Ah non, pas nécessairement. Non, non. Non, non, vous êtes d'accord? Je réfléchis, j'essaie de trouver des exemples. Des couples dans notre sens. Après, c'est assez mélangé. Hein. Il y a même des gens, je les regardais, je me disais, mais alors il est russe, il est kazakh, c'est tellement mélangé, c'est mélangé en fait. En tout cas à Astana, où j'habitais, c'est assez mélangé. Mais en plus, les Kazakhs sont déjà moins typés que les Ouzbeks. Mais après, il y a aussi beaucoup d'Ouzbeks au Kazakhstan. Mais en termes de peuple, je pense qu'historiquement, ils étaient déjà plus mélangés. Et le retour des Kazakhs de l'extérieur. Ah, les Oralman. Ah bah ça c'est aussi un grand sujet. Oui, ce sont les Kazakhs qui sont partis
Donc eux, ils parlent même le kazakh historique, qui sont partis se réfugier, surtout au moment de la grande famine, dans les années 20. Ils sont partis ou en Mongolie, ou en Chine, ou en Turquie. C'est ça votre question. Et donc il y a un mouvement de retour. Les autorités actuellement veulent rapatrier, ce sont les Oralman qui reviennent au Kazakhstan. Donc ils leur proposent des logements, etc. Mais c'est surtout en zone reculée, dans la campagne. C'est étilonesque sur la population actuelle. Je pense, oui. C'est ce qui explique les émeutes qu'il y a eu dans l'Ouest. En fait, oui. Parce que Nazarbayev a voulu les faire revenir pour augmenter la part de la population kazakh. Puis une fois qu'ils étaient là, en fait, c'est pour ça qu'ils les mettent dans des régions et donc ils se où sont il y a plus de retrouvés au Russes. milieu de la steppe, sur la Your. raison. C'est pas la raison. Monsieur, parce que je crois que vous avez essayé de... Je pense que ça intéressera. Je voulais juste apporter un petit témoignage. J'ai fait un passage ponctuel à Almaty récemment. Et il m'est arrivé de dîner avec quelqu'un qui enseigne dans une école de langue. Oui. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'en fait, ce que disait cette dame, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de Kazakhs, qui utilisent ces écoles privées pour apprendre le kazakh à leurs enfants. Et un peu dans toutes les catégories de la population. Donc, juste pour apporter un témoignage sur le fait qu'à mon avis, ponctuel, mais l'identité kazakh est quelque chose qui tend à s'affirmer. Oui. Et d'ailleurs, les Kazakhs passent à l'écriture latine, en fait. Oui. Ils quittent le cyrillique. Alors, absolument. Dans Ça, 3 ans. Ouais. Pas immédiatement. C'est le projet de passer à l'écriture latine, mais il faut savoir que le kazakh a été en latin à un moment. C'était d'abord en arabe, puis en latin. Au même moment que Atatürk est passé, le kazakh est une langue turcophone, dérivée du turc. Ils sont passés au latin en 1920, après le congrès de Bakou. Et en 1940, Staline s'est dit « Ah ben non, il faut qu'ils passent au cyrillique ». Donc ils sont passés au cyrillique en 1940. Et là, c'est le projet de Nazarbayev. Il y a des commissions en ce moment et tout un travail de fond qui est fait pour essayer de translittérer une écriture et des sons d'un alphabet cyrillique à l'alphabet latin. Au Kazakhstan, même l'écriture est nomade. Oui, oui, vous vous rendez compte, il y a des vies comme ça. Ça, c'est aussi problématique pour fixer un vocabulaire, une littérature. C'est qu'à chaque fois, d'avoir autant d'alphabets en quelques générations. Monsieur. J'ai une petite question. Je connais très mal. Alors moi, je fais certainement partie des rares personnes à n'y être jamais allé. Je suis ici. Alors, une première question. C'est assez ponctuellement, mais c'est d'un point de vue, j'allais dire, étymologique. Le prénom du dirigeant, donc Nour Sultan, je me demandais s'il y avait une explication, parce que je vois le mot sultan, alors je trouvais ça intéressant. Nour aussi. Nour, c'est la lumière. C'est la lumière, mais alors je ne sais plus dans quelle langue. Donc voilà, je voulais savoir si... En kazakh, en arabe, voilà. Donc, oui, donc il y en a beaucoup qui s'appellent Nour Sultan ou Nour... Nourlan. Voilà, Nourlan, beaucoup, exact. Oui, c'est les prénoms... arabe, oui. d'origine. Et la deuxième question, c'est, alors, sans aucun jugement, et c'est juste pour comprendre, dans une démarche journalistique, dans le sud du pays, donc il y a cette tradition assez rare, maintenant semble-t-il, mais d'enlèvement des femmes, Oui. enlèvement des sacs, je crois, ou je sais plus, enfin, j'ai déjà vu ça une fois, mais je sais pas si c'est vrai. Dans des sacs Bah justement, dans Borat, ça se Ah oui, mais alors, Borat, non, pas dans les sacs, non. Bon, alors c'était une caricature, c'est bon. Mais je voulais savoir justement, alors les femmes à qui c'est arrivé, comment elles en parlent? Alors, eh ben, écoute, elles en parlent... C'est compliqué parce que je voulais pas avoir de jugement, parce que je me suis dit c'est une tradition, il faut vraiment y aller d'une façon le plus simple possible. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous aimeriez que ça arrive aussi pour votre fille? Voilà. Et elles le vivent pas bien. Hein. Mais vraiment, ouais, voilà, mais je veux dire, c'est peut-être un cliché de dire ça. Mais donc j'en ai rencontré plusieurs, il y en a 2 dans mon livre. Une qui au final s'est fait battre par son mari et qui a réussi à avoir le divorce, mais au bout d'années et d'années de conflit, parce que ses parents, son père voulait pas la reprendre. Donc on voit, elle avait été kidnappée et après elle veut retourner chez ses parents, elle a ses enfants sous le bras. Et personne ne veut d'elle, très compliqué. Et une femme n'habite pas seule avec ses enfants au Kazakhstan, dans une région rurale, ça se fait pas. Et l'autre histoire, c'est une femme qui était mariée, qui a 2 enfants, donc je lui dis, mais qui sont en âge pratiquement de se marier, 2 filles, je dis, est-ce que vous voudriez que ça leur arrive? Elle dit, oh, non. Je dis, mais vous êtes heureuse? Oui, je suis heureuse, mon mari est très bon, etc., etc. Bon,
Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, elle a l'air d'être tombée amoureuse de son mari, très bien. Et au final, j'apprends, par une autre source, qu'en fait, elle était divorcée depuis 1 mois, qu'il avait trouvé une autre petite nana plus jeune. Donc cette femme n'avait pas choisi ni son mariage, ni son divorce, finalement. Et j'ai trouvé ça assez triste. La loi au Kazakhstan fait du kidnapping un délit, comme partout. Si on est enlevé, c'est un délit. Le problème, c'est que la tradition de l'enlèvement de la mariée, qui est une tradition au Kazakhstan, et ils ne voient pas ça comme un kidnapping en fait. Et donc si les parents ne veulent pas reprendre la jeune fille, si elle est enlevée, ben, je l'explique en détail, mais si elle est enlevée et elle passe de force la porte de chez ses nouveaux beaux-parents, la famille de son futur marié, ses parents, elles, ne veulent pas la reprendre dans la tradition. C'est ça y est, elle est souillée, elle est mariée, on ne la reprend pas. C'est comme si elle avait déjà fait l'amour, alors que non, elle a juste passé la porte. Si elle passe le seuil, elle ne peut plus retourner dans sa famille. Donc du coup, c'est un travail sur les mentalités. D'où le film un peu humoristique, qui peut paraître la blague, la Kelinka Sabina, mais qui permet de parler. C'est un Kazakh qui a fait ce film pour parler à toutes les générations du Kazakhstan sur ce problème. Et alors, quand même, dans cet ordre d'idée, est-ce que les femmes, même les hommes à la limite, mais j'ai envie de dire, on imagine facilement de notre point de vue à nous des points négatifs à cette tradition, parce que c'est violent, etc. Est-ce qu'il y a des points positifs, lesquels, points positifs éventuels, les populations de là-bas, femmes comme hommes, peuvent voir éventuellement, si on a. Il y en a forcément, sinon ça n'existerait pas. Alors moi j'ai pas vu ça, j'essayais jamais de poser des questions en me disant est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'était juste racontez-moi votre vie, qu'est-ce que vous pensez, j'essayais vraiment d'être, parce que tout le monde a ce filtre occidental évidemment, c'est pas notre culture, c'est pas notre histoire, qui je suis pour juger. Après il y a aussi des kidnappings de la mariée qui sont volontaires. C'est ou les mamans qui se sont arrangées, ou la fille est d'accord parce que ses parents ne peuvent pas payer, ou ses parents sont contre son mariage, et donc du coup ils mettent en scène un kidnapping. Mais à partir du moment où la femme n'est pas d'accord, je ne dirais pas qu'il y a un point positif. Après, voilà, chacun y voit ce qu'il veut. Après, je suis une femme, donc je ne vais pas dire c'est notre rêve de se faire enlever. Mais bon, je pense que c'est une question historique aussi, c'est des traditions familiales ancrées dans la tradition. Les femmes pensent que c'est bien. À 23 ans, si on n'est pas marié au Kazakhstan, même quand on fait partie de l'élite et qu'on habite à Astana, on est foutu, il faut être marié. C'est encore dans la tradition, les femmes sont mariées, sont là pour fonder une famille. Donc il y a peut-être ce côté-là, si tu veux, j'aime pas le côté positif ou négatif. Mais financier, je veux dire pour les gens qui n'ont pas les moyens. Voilà, aussi, voilà, financier, l'histoire de dot, ça peut être une façon de faire. Et l'homme alors aussi, parce que si l'homme il kidnappe une femme, c'est peut-être parce que lui-même, je sais pas, il n'y a pas un problème de moyens chez l'homme aussi, pas seulement chez la femme. Oui, sûrement. Mais oui, mais c'est l'homme qui choisit, quoi, du coup. C'est pas. Mais, normalement, un mariage, c'est consentant, hein, de mon point de vue, mais après, voilà. Le livre, c'est pas mon point de vue. J'essaie de parler de cette question aux femmes et de voir. Est-ce qu'il y avait encore une question? Une dernière question. Mais c'est pas la population là-bas. Écoutez, on va... Pardon, juste une remarque. Je vous en prie. Dans les ethnies que vous avez citées, il manque les tatars. Ah mais oui, bien sûr. Eh ben, il y a une tatar dans mon livre. Ouais. Et Akmola, oui, bien ça veut sûr. dire la tombe blanche. Oui, la tombe blanche. Absolument. Il y a les Tatars, il y a les Arméniens, il y en a plein. Biélorusses, bien sûr. J'ai oublié plein de choses, mais c'est pas exhaustif, ni la conférence, ni le livre, mais parce que c'est un pays en mutation qui cherche encore son identité. Et voilà. Bien, sur cette remarque, nous allons nous arrêter. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir rappelé donc, nos amis les Tatars. Et puis, effectivement, ce n'était pas pour expliquer tout le livre. Donc, si vous voulez continuer, ça donne envie de lire votre livre. Mais c'est vraiment très grand public. J'ai l'impression que vous connaissez déjà tout sur le Kazakhstan. Alors, voilà. Mais on peut-être pour l'offrir, pour faire découvrir les pays où vous avez déjà habité. Ou je sais pas, voilà. On va le lire. Voilà. Merci encore. Merci.